Spécial obligataire ce soir pour notre discussion de marché dans Smart Bourse. Et deux invités pour décrypter ces mouvements de taux avec un monde des taux longs américains à 5% qui est donc devenu désormais une réalité. Franck Dixmy est avec nous, directeur des gestions obligataires d'Allianz Global Investors. Bonsoir Franck. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Étienne Gorgeon de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'activité obligataire de Sanso IS. Il y a le niveau et la tendance. Le niveau des 5% bien sûr, alors qui est déjà un niveau symbolique qui attire l'attention. Et puis, il y a quand même cette tendance de la correction obligataire sur la partie longue de la courbe qu'on décrit depuis des semaines et des mois maintenant, qui semble, à ce stade encore, être une tendance lourde qui connaît assez peu de contrariété, pour dire les choses. Donc, se pose la question de la poursuite de cette tendance. Si on fait les éléments pour et les éléments contre, qu'est-ce qui peut porter encore cette tendance au-delà de ce qu'on connaît? Et sur le niveau, peut-être commençons par là, Étienne, 5% de taux 10 ans aux États-Unis, taux nominal, c'est 100 BP de plus que ce qu'on avait en mars dernier, par exemple, au moment des SVB, pour donner des repères. Le monde ne change pas quand on passe de 4,95 à 5,05, évidemment. Le monde peut changer quand on passe de 4 à 5, ce qui a été le cas sur ces 6 derniers mois. Oui, ça change tout, ça change plein de choses. Déjà, ça change le taux d'actualisation, ça change les valorisations de plein d'actifs, et on le voit sur les marchés boursiers, de manière générale. Ce que j'aime bien dans le mot que vous utilisez, c'est le mot tendance. Le marché obligataire, c'est un marché de tendance, c'est un marché de momentum. Ceux qui ont voulu, donc je parle de, quand je dis ceux, ce sont les investisseurs qui ont voulu jouer en mean reverting, donc en retour à la moyenne, ouais, ou en essayant d'être un petit peu décalé par rapport à les marchés, c'est-à-dire d'anticiper le point de retour, en général, sont des gérants qui sont plus là. Ça, c'est ce qu'on a pu observer. C'est-à-dire que tous les gérants dans les années 2010 qui s'attendaient à ce qu'à un moment les taux remontent sont des gérants qui ont souvent... Ils disparu. Ils sont plus en poste. Ouais. Simplement parce que, encore une fois, le marché obligataire, c'est des tendances plus ou moins longues. Ça fait 3 ans qu'on est passé dans une tendance plutôt baissière en termes de prix. Et donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement se rappeler que le marché obligataire marche par tendance, momentum, et qu'il y a 2 temps. Il y a le temps des banquiers centraux qui, de mon point de vue, en tout cas du point de vue de Sanso, on est arrivé à la fin, ouais, ou proche de la fin, mais nous, on voit bien une fin. Et puis, il y a le tempo des marchés. Et donc là, ce sont les marchés qui reprennent la main et qui vont influencer ce fameux terme premium, cette prime de risque sur l'obligataire. Et là, se posent plusieurs questions. C'est effectivement quel est le bon niveau. Et là, moi, j'ai une réponse toute simple. Le bon niveau, ça peut aller très haut, ça peut faire très très mal. Et si l'histoire est un bon guide, en général, ça s'arrête quand quelque chose casse. Et le quelque chose casse, ça arrive toujours à un moment ou à un autre. Moi, je suis presque surpris qu'à ces niveaux de taux, et notamment sur un 10 ans à 5 ans ou proche de 5 ans, il n'y ait pas quelque chose qui soit remonté. Sur ce point-là, Étienne, hyper intéressant. La Fed monte les taux jusqu'à ce que quelque chose craque. Enfin, les taux montent jusqu'à quelque chose craque. On a eu, encore une fois, je reviens à l'épisode SVB, parce que je me souviens très bien, c'était il y a 6 mois à peine, je me souviens très bien de ce qui s'est passé à ce moment-là. On était à 4% sur le 10 ans américain. Au moment où SVB craque, le lendemain, c'est Fed is done. Partout, ouais, partout. Tout le monde me dit, c'est fini, c'est terminé, plus de hausse de taux, il s'arrête, quelque chose a craqué. Bon, 6 mois après, on s'aperçoit que c'était pas un craquement suffisant. Il s'est passé un truc... Non, mais ça a marqué les esprits, j'ai l'impression, dans l'idée que la tendance peut-être encore continuer et que ces épisodes-là, finalement, ont été gérés. C'est un très très bon point que vous faites. Logiquement, dans cette phase du cycle, on n'est pas censé, donc je vais être un tout petit peu technique, on n'est pas censé voir un bear steepening, c'est-à-dire les taux longs remonter et le 2 ans pas bouger, on est censé voir l'inverse. On est censé voir les taux courts baisser fortement et les taux longs peu bouger ou légèrement baisser, mais beaucoup moins que les taux courts. On est censé être en bull steepening, on est en bear steepening. Et donc la question, c'est pourquoi on se retrouve dans ce type de situation. Moi, mon intuition, enfin ma conviction, c'est qu'on a eu un premier semestre exceptionnel pour des raisons spécifiques. Premièrement, premier semestre, on était en quantitative easing globalement et en particulier au niveau de la Fed à cause de ce qui s'est passé au mois de mars et les banques, donc injection de liquidité à travers différents fonds. Programmes, merci. Et puis, on était dans un incroyable stimulus budgétaire.
il y a un moment, on a été bien au-delà des -8, sachant qu'on devrait finir l'année autour de -6, peut-être. En juin, je crois que le déficit américain courait à quasiment 9%. Et on a frôlé probablement les 9%. Donc on était dans une version, on était au premier semestre dans une situation assez unique où on avait un stimulus monétaire, un stimulus budgétaire et un excès d'épargne, plus des facteurs qui ont aidé comme plus de migrants, plus d'immigrés, qui a relâché un peu la pression sur les entreprises qui avaient du mal à embaucher. Et là, vous vous retrouvez avec une économie surboostée, mais surboostée. Et à nouveau, quoi. À nouveau. On n'en sort pas. Et on est toujours là. Et je pense que c'est cela qui explique en grande partie cette remontée des taux longs. Ce qui est assez intéressant au passage, c'est que sur les 2 premiers facteurs, ils s'inversent totalement. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout en quantitative easing, on est en quantitative tightening, oui. Et de ce qu'on peut voir, ça freine relativement fort, notamment côté BCE, Réserve fédérale. Et le budget, les taxes, ça y est, ça remonte. Comment dire, la collecte des impôts sur les États qui n'en collectaient pas, c'est reparti depuis une semaine, un peu moins, une semaine. Ouais. Et puis vous avez les étudiants qui doivent repayer leur. Enfin bref, il y a plein de facteurs qui font que les choses pourraient. En tout cas, que cette première vague qui a expliqué cette économie si vigoureuse, ça, a priori, c'est probablement derrière nous. Dans le mot « quelque chose casse », historiquement, c'est des bulles qui remontent à droite, à gauche, donc on en voit. On peut parler des actions bancaires aux US, on peut parler de l'immobilier dans différentes régions du monde, peu importe. Mais ce qui donne vraiment la fin, c'est l'économie, quand l'économie commence à s'inverser. Et là, on n'y est pas encore. Franck, vos commentaires sur ce monde des taux longs à 5%, donc il y a la question du niveau, et encore une fois, cette tendance de correction obligataire, donc ça date de mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, sur des 10 ans américains ou du 30 ans, on a des papiers qui ont perdu 50% de leur valeur. Oui, on est dans cette phase très très mature d'une période de transition qui nous fait sortir d'un univers totalement artificiel de prix obligataires qui ont été boostés par des politiques de taux zéro, par des politiques extrêmement agressives d'achat de titres, par les banques centrales. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est à peu près 35% du PIB américain qui a été acheté par la Fed et un peu plus de 75% du PIB en zone euro qui a été acheté par la BCE. Et d'ailleurs, là, on peut mesurer que la BCE a été 2 fois plus agressive en termes relatifs par rapport à la Fed. Et dans ces phases de transition, il ne faut pas être étonné que ça se passe d'une manière un peu désordonnée. Ça ne peut pas se passer d'une manière ordonnée. Donc la volatilité nous accompagne dans cette phase de transition et dans un contexte où les marchés n'ont plus de boussole. Et la boussole des marchés, c'est très souvent les banques centrales. Et quand les banques centrales vous disent qu'elles sont dépendantes des données macroéconomiques qui tombent, mais ces données macroéconomiques vous éclairent sur le passé et pas franchement sur le futur. Si tant est qu'elles nous éclairent d'ailleurs. Si tant est qu'elles nous éclairent. Non, mais la fiabilité des données est un sujet... Modulo la révision, systématique de ces données. Donc sans boussole, on a des marchés de taux qui évoluent dans une volatilité qui ressemble beaucoup plus à une volatilité equity, donc action, qu'une volatilité taux. Et puis psychologiquement, c'est vrai qu'un gérant de taux en dessous de 40 ans n'a jamais vu des taux aussi hauts. Il conçoit même pas l'idée d'un bear market obligataire, quoi. Oui, c'était compliqué pour la jeune génération. Là. Nous, on avait le cuir un peu plus épais, un peu plus d'expérience, disons. Donc, on avait quelques repères. Mais enfin, la violence tout de même de cette correction est considérable. Et deux, quel que soit le moment où vous ayez acheté l'obligataire cette année, vous avez perdu. Enfin, vous avez perdu sur des emprunts d'État, sur des indices larges. L'indice Euro Aggregate, qui regroupe... représentatif du marché obligataire en zone euro, est rentré en territoire négatif en termes de performance absolue depuis le début de l'année, la semaine dernière. Il y a des compartiments obligataires qui s'en sortent très très bien. Le crédit, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, notamment. Donc maintenant, la grande question, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse, il faut attendre un choc pour voir les choses se normaliser. Non, je pense que ce qui est très important, c'est de comprendre, essayer de comprendre les fonctions de réaction des banques centrales. Grosse différence quand même d'approche entre la Fed et la Banque Centrale Européenne. Et pour nous, compte tenu du scénario qu'on a en tête de très forte décélération de la croissance et de forte décélération de l'inflation, notamment aux États-Unis et l'inflation cœur, on a beaucoup d'arguments pour se positionner aujourd'hui sur ces niveaux-là. À 5% sur les taux 10 ans Treasury, si vous acceptez le fait que la Fed va s'arrêter là, qu'elle va laisser les taux sur un plateau, et ce faisant, va mettre en œuvre
un resserrement passif des conditions monétaires dans un contexte de forte décélération de l'inflation, donc avec des taux réels qui ne vont cesser de croître, oui, là, il y a un signal d'achat très très fort sur le marché américain. Oui. Ça veut dire, du point de vue de la fonction de réaction de la Fed, le higher for longer, c'est pas higher forever non plus. Non, certainement pas. D'accord. Et à force d'être pris à contre-pied de ces normalisations de politique monétaire, le marché en est venu à reporter peut-être beaucoup trop loin, voire évacuer l'idée d'une récession aux États-Unis, qui pourrait amener la Fed à un moment peut-être à réagir aussi. On ne voit pas comment l'économie américaine pourrait échapper à une récession. On ne le voit pas. Oui. On le voit pas d'ailleurs dans les indicateurs avancés. On va vers une récession. C'est pas parce que le chiffre de croissance du troisième trimestre va être spectaculaire que mais il faut avoir ça change la dynamique devant nous. Aux États-Unis, les États-Unis sont le seul pays dans les économies développées où le taux d'épargne aujourd'hui est inférieur au taux d'épargne qui prévalait avant le Covid. Donc non seulement les Américains ont bénéficié d'une injection record, c'est à peu près 18% du PIB qui a été mis dans l'économie américaine pour soutenir des secteurs d'activité et pour soutenir les ménages avec des chèques. Mais en plus, donc ils ont accumulé une épargne considérable. Leur revenu disponible à la fin du Covid était supérieur à leur revenu disponible avant Covid. Mais maintenant, ils puisent dans leur épargne. Donc tout ça a une fin. Le resserrement des conditions monétaires, on le sait, se fait avec un délai sur l'économie réelle. Et on va voir les pleins effets de ce resserrement des conditions monétaires et financières au premier semestre 2024. Donc vous dites que ce sont les données macro, si on reprend la dépendance aux données, mais les données macro permettront au marché obligataire, alors de sortir du bear market, j'en sais rien, mais en tout cas d'être plus constructif. Oui, enfin nous ce qu'on voit, c'est des performances à 2 chiffres sur l'obligataire américain sur un horizon à 18 mois. Alors c'est très très compliqué de timer tout ça. C'est très très compliqué de capturer le point le plus haut sur les taux, et ça tient plutôt du pari, et c'est pas notre métier. Donc il faut s'en tenir à un scénario macroéconomique, enfin s'en tenir, le réévaluer en permanence, compte tenu des données disponibles. Mais encore une fois, les données disponibles aujourd'hui plaident plutôt pour une récession, mais qu'on voit soft. On parle de shallow recession aux États-Unis, c'est quelque chose de soft. Mais néanmoins, ça devrait inciter la Fed à couper ses taux dans la deuxième partie 2024. Et c'est ce qui est dans le marché. Et là, on est assez serein avec ça, en fait. C'est assez sain de voir que les marchés anticipent maintenant cette phase de plateau et cette baisse des taux, alors que ce n'était pas du tout le cas il y a encore 6 mois. Sur cette mécanique, la bear steepening, bull steepening, effectivement, je veux bien qu'on y revienne avec vous, Étienne. Alors, on a eu une inversion de la courbe qui allait jusqu'à plus de 100 points de base, c'est ça, et qui est restée durable à ce niveau-là pendant très très longtemps. Dans un marché de tendance qui revient à la moyenne, quel objectif on peut avoir en termes de repentification? Pour l'instant, c'est bear steepening, c'est-à-dire que le marché obligataire continue de corriger, et ça corrige beaucoup plus vite sur les parties longues que sur les parties courtes. Est-ce qu'on peut avoir un mouvement de pontification qui serait un mouvement plutôt constructif, encore une fois, qui proviendrait notamment d'une détente des taux courts et donc des anticipations de politique monétaire? Mais ouais, c'est la bonne question. La logique voudrait que ce bear steepening n'ait pas eu lieu, si on regarde l'histoire. Il n'aurait pas dû avoir lieu. Il a eu lieu pour les raisons que j'ai avancées sur le premier semestre. Et donc la logique, c'est qu'effectivement, il y a un bear steepening, puisque, encore une fois, en général, après des hausses de taux aussi fortes, une pente aussi inversée, l'économie américaine va en récession. Et au passage, d'accord, un bull steepening, donc c'est ça. Et on partage ça. Moi, je partage ça avec Franck. Là où probablement il y a peut-être c'est pas une divergence d'opinion, mais je pense que c'est une question de séquence ou de timing. C'est que c'est compliqué de timer ce moment de retournement. C'est incroyablement compliqué. Et qu'en attendant, ça peut faire en mark to market. C'est des points qui sont. C'est-à-dire que ça peut générer des volatilités qui peuvent effrayer. Et donc, c'est construire des positions, c'est aussi une question de philosophie. Enfin bref, il y a plein de facteurs qui font, mais il est vrai que nous aussi, on en a parlé largement, moi, j'ai une conviction très forte qu'il va y avoir une récession. Moi, je pense qu'elle va plutôt être mauvaise, elle va être un peu sévère, mais quand je vois les chiffres de l'emploi,
Il y a une chose que je trouve assez intéressante sur l'économie, et là aussi ça peut être pour animer le débat, une discussion, c'est que moi je regardais les indicateurs avancés, notamment tous les chiffres de PMI, etc. Tous les chiffres de PMI étaient plutôt orientés à la dégradation. Ça fait un petit bout de temps, avec un gros point bas il y a un an, puis ça remonte, et puis on repasse en dessous des 50 en fonction de ce qu'on regarde, l'ISM, le PMI, etc. Si vous regardez les hard data, donc les bonnes grosses données, c'est rock solide. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir cette récession, et là on se rejoint, moi là où je m'interroge, c'est compliqué de courir contre le vent trop longtemps, parce qu'il y a des performances qu'il faut justifier, et que nous, ce qu'on dit, il y a deux choses qu'on dit. La première, c'est que la courbe des taux courte aux États-Unis est fréquentable. La courbe des taux longs, j'en sais rien, parce que ça peut très bien aller à 5,5, à 6. Encore une fois, je suis convaincu que ça peut aller très haut. Il faut quelque chose casse pour que ça se retourne. Mais que les points morts sur la partie très courte, c'est très bien. Là où j'ai un gros problème, c'est sur la courbe européenne. Elle, pour moi, je vais grossir le trait, pardonnez-moi, mais je trouve qu'elle n'a aucun sens. Cette courbe n'a aucun sens. C'est-à-dire que si vous regardez la courbe française, qui est probablement une bonne moyenne pondérée de l'Europe, il y a encore du terme premium, il y a encore de la prime de risque quand on voit les déficits budgétaires, quand on voit les retours qui vont continuer jusqu'en 2024, 2025, 2026. Enfin, on revient quand on intègre. Hypothétiquement, 2025, 7 ? Non, c'est 2,7 2025. Mais quand je 2027. Je sais plus. Pour moi, c'est 2027. Oui, c'est ça, oui, c'est 2027. Hypothétiquement, on revient sous les 3% en 2027. Mais quand je vois qu'aux États-Unis, comme en Europe, donc aux États-Unis, c'est plus 6 moins 6 de déficit budgétaire, ce qui est prévu dans le budget l'année prochaine. Chez nous, en France, ça va être 4. Waouh, ça reste. Et donc, net des achats de la Banque centrale, on se retrouve avec des adjudications qui se passent pas terriblement bien. Et là où je me pose vraiment une question, c'est que si on regarde la courbe européenne, la prime de risque doit être plus haute à cause de ces émissions, en particulier à cause de ces émissions. Alors après, il y en a qui pourraient dire oui, mais c'est peut-être normal qu'elle soit en dessous. Normalement, en fait, je vais rephraser. La courbe des taux, si on regarde la courbe des taux de la France ou de l'Allemagne, on ne devrait pas être très très loin du taux de dépôt. C'est à peu près, en termes de termes premium, en termes de prime de risque, on 4, devrait, sur le 2, 5, 10, il y a un moment, on doit se rapprocher. En tout cas, historiquement, on a toujours été près de ces niveaux-là, hors récession. Or, on y est encore assez loin. On y a des kilomètres sur le 5-10 ans allemand. On est encore assez loin sur le 5-10 ans français. Et sur le 2 ans français, on n'est pas très très loin. Mais le problème, c'est qu'on n'y est pas encore. Et ceux qui disent oui, mais c'est parce que l'Europe commence à intégrer une récession, je dis non, parce que si on intégrait une récession, cette courbe devrait être pentue et pas inversée. Et donc, en fait... Et c'est là où le débat est intéressant, c'est que moi, j'ai vraiment envie d'acheter de la duration. Je meurs d'envie d'acheter de la duration. Sauf que j'y vais pas parce que cette courbe européenne, je pense qu'il y a encore une prime de risque qui va continuer à monter. Je pense même que ça va être pire qu'aux États-Unis parce qu'on est en décalage défavorable. Je pense que les États-Unis ont fait une partie du job et l'Europe pas encore. Il y a une dernière wildcard que j'aime bien, c'est que je me suis toujours demandé quelle pouvait être la dernière barrière du bear market obligataire. Question à je ne sais pas combien de millions d'euros. Je pense que c'est vraiment les Japonais. Bah oui. Donc la yield curve control, la fin du contrôle de la courbe. Je pense que quand les Japonais vont officiellement arrêter de soutenir des taux politiquement voulus à un certain niveau, là je pense que ça va par réverbération, ça va se diffuser sur tous les marchés et ce sera probablement la dernière jambe. La capitulation. Capitulation. Encore une fois, nous on va dans la même direction, je rejoindrai bien Franck, mais nous on est beaucoup plus timorés, on pense que le timing est pas encore opportun. Ouais. Sur le risque de capitulation, mais là on parle de positionnement de marché, peut-être sur l'obligataire. Encore une fois, je comprends intellectuellement, 5% sur le 10 ans américain, c'est pas possible de pas regarder, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, quel que soit l'environnement dans lequel on évolue. Mais quand vous regardez le positionnement des acteurs, etc., est-ce qu'il y a un risque effectivement de capitulation ? Après des baisses et 2-3 années déjà très difficiles, sanglantes pour les investisseurs obligataires. Ou est-ce que ce risque-là, il est évacué, c'est-à-dire depuis 2 ou 3 ans, tout le monde a pu, s'organiser pour ne pas capituler. Moi, je pense que la capitulation, on l'a vu déjà sur les marchés américains. D'accord. Parce que, sur le marché obligataire américain. Les arguments que j'ai pour vous vendre le concept d'acheter le 10 ans américain à 5,
C'est à peu près les mêmes arguments que j'avais quand le 10 ans américain était à 4. Ah oui. Donc je pense que la capitulation, on D'accord. l'a eu D'accord. d'une certaine manière. Donc, C'est ce qu'on voit depuis cet été, quoi. d'une mais certaine oui, manière. mais oui. Alors il y a une capitulation sur la partie courte Ouais. qui a été extrêmement brutale. Ouais. Cette correction de la partie courte américaine pendant l'été a été sanglante, mais extrêmement saine, encore une fois, parce qu'elle a repricé cette longue période de plateau des taux Fed sur 9 mois à peu près, peut-être un peu plus. Donc ça, c'est assez sain. Mais en zone euro, on n'est pas du tout protégé. Ouais. Quand on voit qu'il n'y a pas la moindre anticipation de hausse de taux de la Banque Centrale Européenne, voilà, ça Devant nous, quoi. devant nous. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Oui. Il n'y en a plus. Donc D'accord. le prochain move, c'est la Banque Centrale Européenne qui coupe ses taux de 25 BP en septembre ou en octobre de l'an prochain. Ça, on n'y croit pas. Hein. Hélas, je dirais. Hélas, parce qu'on voit que tout ce qui se passe aujourd'hui porte, notamment en termes géopolitiques, porte des risques baissiers sur la croissance et haussiers sur l'inflation. On n'avait pas besoin en zone euro de risques haussiers sur l'inflation. Là, Parce vous que parlez du pétrole. Mais oui, bien entre autres. sûr. Oui. Mais oui, bien sûr, et d'un choc d'offres. Donc oui, bien sûr, le pétrole. C'est ce que tout le monde continue à reprocher à la Banque Centrale Européenne de Jean-Claude mais il l'a Trichet, Oui, mais attention. 15 ans après. Enfin, Franck. Lagarde l'a dit lors de la réunion Ouais. annuelle du FMI à Marrakech, c'est beaucoup trop tôt pour la BCE de créer victoire sur l'inflation. Et ça, c'était il y a quelques semaines. Et, hélas, l'actualité tragique fait que on peut raisonnablement anticiper encore des tensions sur les prix de l'énergie qui vont alimenter des doutes sur le profil de l'inflation, notamment l'inflation cœur. Parce que, encore une fois, on parle d'inflation totale, évidemment le pétrole, mais l'inflation cœur, c'est réellement ce qui importe. Et on a une boucle prix-salaire en zone euro. Et ça, c'est la grosse différence avec les États-Unis. On a une vraie boucle prix-salaire en zone euro. Donc la BCE va se trouver dans une situation, encore une fois, extrêmement compliquée. Et dans une situation extrêmement compliquée, elle va s'en tenir à son mandat, hélas, de stabilité des prix. Donc elle devrait, ou au moins on devrait voir dans le marché, au minimum un doute sur cette trajectoire des taux et donc des primes d'inflation. Et à 3% sur le Bund, on n'y est toujours pas. Je vous pose la question tous les mois, on n'y est pas. Franck. Oui, non, mais c'était à de chaque fois, 80 le mois et dernier. à chaque fois, je vous réponds la même de chose. 50. Oui, je sais. Voilà. Ouais. Donc, dans nos portefeuilles de Lobo, on est long duration. Ce long duration, il est bâti sur la partie américaine, mais on est short zone euro. Et dans ce short zone euro, on est long Bund et short Italie, semi-core, etc. Une autre partie du mandat de la Banque Centrale Européenne, qu'elle le veuille ou non, c'est préserver quand même l'intégrité de la zone euro. Je veux dire, quand on voit les questions de spread qui reviennent sur le devant de la scène, alors 200 BP sur l'Italie, évidemment, on a connu bien pire, et c'est un premier seuil d'alerte. Il y en aura peut-être d'autres. Quand on voit les programmes de financement des États l'an prochain, les dépenses devant nous d'investissement, Comment la BCE va regarder ça ? Moi, je veux bien qu'elle essaye de maintenir une tension et l'idée qu'elle continuera ou qu'elle pourra continuer de monter ses taux. Mais face à ça, il y a quand même un certain nombre d'arguments qui pèsent lourd aussi en faveur peut-être de beaucoup plus de prudence désormais, d'un statu quo peut-être définitif et d'un pilotage de la politique monétaire un peu différent qu'uniquement par les taux d'intérêt. Non, enfin, je pense qu'il ne faut pas dramatiser. Là, on parle de quoi ? On parle peut-être d'une hausse, de deux hausses, et elle s'arrêterait. Enfin, la Fed a fait 525 points de hausse de taux. La BCE en a fait 450. Ouais, 450, on partait de moins 50, bien sûr. Oui, moi 450. Il en faut une ou deux. Mais pourquoi ? Pour la crédibilité de la BCE, c'est 25 BP de plus, tout le monde le dit, ça ne changerait rien. Oui, mais non, c'est une question de crédibilité. De regardez les anticipations d'inflation dans le marché, regardez les swaps inflation, le 1 an swap forward sur différentes maturités, ça vous donne une courbe croissante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les marchés anticipent le fait que la BCE aura du mal à remplir son mandat. Ouais. Et dans le 50-50 swap inflation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les anticipations d'inflation à moyen terme. On est aujourd'hui grosso modo à 2,50. On vient de 2,70 il y a quelques semaines. C'est haut ça comme niveau pour la zone euro. C'est haut. Donc il y a un réel doute et on voit une érosion graduelle de ces anticipations d'inflation. Ouais. Et la BCE ne peut pas prendre ce risque-là. Donc, il y a un énorme travail pour restaurer la crédibilité des banques centrales et ça passe par un respect du mandat et quel qu'en soit le prix. Donc, en fait, pour résumer notre pensée, il y a un vrai risque d'overshooting pour la Banque centrale européenne en zone euro. Ouais. D'accord. Mais quelque part aussi, elle se restaure des marges de manœuvre
pour pouvoir agir, effectivement, quand la récession mordra vraiment en 2024. Bon, est-ce qu'on voit sur les spreads, c'est pas encore de nature, parce qu'il y aura des questions jeudi pour Christine Lagarde au sujet des spreads italiens, mais c'est pas de nature à... 200 BP sur la dette italienne, enfin, quelque part, c'est des niveaux normaux. On a vécu avec ça pendant des années. C'est la question. Et ce qui compte, c'est le seuil de douleur. Quel est vraiment le seuil de douleur au-delà duquel, oui, il faudra que la BCE actionne ses outils ad hoc. Et elle communiquera, comme elle a toujours fait, sur ces outils spécifiques. Donc elle dissociera l'action de la politique monétaire et quelque part des outils ad hoc pour régler dans le marché ce problème de dette italienne. Vos commentaires, Étienne, et qu'est-ce qu'on observe sur le front du crédit, justement, hein. Parlons peut-être de la dette d'entreprise. Là aussi, on est en pleine période de publication de résultats micro aussi. Alors, ça intéresse beaucoup les boursiers, la partie equity, mais la partie crédit aussi s'intéresse au fonctionnement opérationnel et aux résultats opérationnels des entreprises dans cet univers. Ouais. Avant de parler de crédit, on va parler de risque crédit souverain, donc, puisque l'Italie, c'est un peu le sujet. Moi, je pense que le sujet pour la BCE, c'est des prêts, donc elle est prête, elle a les instruments pour. Et s'il faut l'utiliser, elle l'utilisera. Ce que je pense, c'est que s'il doit y avoir un sujet, ce ne sera pas que sur l'Italie. On va revenir dans une dynamique à la 2011, où il y aura un marché action délétère, des primes de risque et une diffusion du crédit qui est totalement arrêtée parce que les primes de risque sont extrêmement élevées. Et puis des États qui commencent vraiment à avoir du mal à se financer. Et c'est la même chaîne que 2010-2011. Enfin, on part de ce qu'on a appelé honteusement d'ailleurs les PIGS à l'époque, ou est-ce que les choses ont changé de ce point de vue? La Grèce est, ça y est, confirmé investment grade chez S&P. Le marché n'avait pas attendu S&P pour donner à la Grèce des coûts de financement compatibles avec cette idée-là. Portugal, Grèce, on parle de recovery quand même spectaculaire, etc. Ouais, c'est un bon point. On a l'impression que c'est plus les mêmes points de fragilité par rapport à la chaîne crise souveraine 2010-2011. Ceux qui ont le plus souffert sont ceux qui sont désormais les plus vertueux. Si on devait être inquiet, ça serait plutôt sur des pays qui n'ont pas fait d'efforts depuis, et c'est facile de les voir. Mais non, moi je suis pas très inquiet sur le Portugal, sur l'Irlande, ni sur l'Espagne. Moi je pense qu'il faut regarder les États qui ont des volumes d'émissions et d'endettement extrêmement élevés, comme notre pays au passage. Mais encore une fois, je pense pas qu'il faille regarder un pays en particulier. Je pense qu'il faut regarder plusieurs. Enfin, de manière holistique, il faut regarder différents marchés et la contraction du crédit en zone euro, de revenir vraiment dans des marchés extrêmement délétères. En général, des marchés où les agences de rating commencent à appuyer sur le côté spirale. Voilà, exactement. C'est quand on a un problème de financement que les agences de rating appuient. On est très très loin de ce type de sujet. Et je pense que si ça devait s'arrêter qu'à l'Italie, ce qui serait une surprise. Moi, je suis pas surpris que les spreads augmentent parce que l'Italie a des gros besoins de financement et puis et de la même manière, l'Italie a un déficit budgétaire, etc. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les différents pays européens, et qu'ils soient vertueux ou pas, ont des durations de leur dette assez longues. Si vous regardez l'Italie, c'est 7,7, je crois. La France, c'est 8,5, 8,7. Il y a un gros travail d'allongement, effectivement. Moi, j'avais fait un calcul bout de table. Vous prenez les taux, l'Italie se refinance qu'à ce taux-là. En fait, vous êtes à 3,5 en 2026, 3,6 en 2026. D'accord. Tout va bien. Vous êtes en dessous du niveau de financement actuel, sur la moitié. Je comprends. Voilà. Donc ça, c'est sur le risque crédit souverain. Effectivement, nous, on est très fans. En fait, il y a on essaie d'être logique. On se dit, est-ce qu'il y a un risque de récession? Oui, il y a un risque de récession. Configuration fait qu'il y a un risque de récession. Est-ce qu'on sait quand? Évidemment, on ne sait pas quand. Ça peut durer un certain temps. Donc, il faut faire de la perf. Quel est le moteur qui nous semble le moins compliqué? Donc, moi, j'ai parlé de la zone euro. On ne touche pas au taux pour l'instant. On cherche des points d'entrée, mais on n'y touche pas. Effectivement, le 2 ans américain, en tout cas, on ne va pas plus loin sur la courbe, mais le 2 ans américain, on adore. Et on aime le crédit très court en zone euro. Pas partout. Le high yield a fait un très bon début d'année. On est autour de 5,5. Si on regarde aux États-Unis, alors première chose, on aime bien le high yield, mais plutôt le double B. Nous, notre secteur favori, en fait, c'est 3B, double B, sur du 1 an, et on est très court, ce qui veut dire que, encore une fois, si on doit être logique... Le haut du panier du high yield. Voilà, on est sur ce qu'on appelle le crossover, les 5B, donc des boîtes 3B et des boîtes 2B. On est assez logique, c'est-à-dire que ça nous permet de générer du 5,50, ce qui fait que net de frais, on arrive à faire des perfs plus DAT,
puisque c'est quand même un de nos gros concurrents, donc les dépôts compte à terme. compte à terme. Et ça, c'est un vrai sujet. Et ça nous permet de rester agile au cas où il y a une récession. Donc c'est comme ça qu'on arrive à générer les choses, et on aimerait effectivement trouver des points d'entrée sur la duration pour ajouter un peu plus d'optionnalité dans les portefeuilles et de protection. Sur le high yield, ce qu'il ne faut pas oublier, que ce soit aux États-Unis comme en Europe, et on le voit aux États-Unis, c'est que en quelques jours, en quelques semaines, on repasse négatif. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, le high yield américain est toujours positif, mais parce qu'il y a le coupon. Vous retirez le coupon, vous repassez négatif. En termes de variation de prix, on est repassé négatif. Mois de juin 2022, en ligne droite, ça prend 2 semaines, vous pouvez repasser négatif. Le marché du high yield est très corrélé à la volatilité action, et donc c'est des marchés qui en plus se disloquent assez rapidement pour des raisons de liquidité. Donc nous, ce qu'on dit, c'est oui, il y a des choses intelligentes à faire sur du high yield, mais encore une fois, logique, on pense qu'il y a récession, mais on doit générer de la perf très très court sur nos emprunts, emprunts crédit et sur le crossover. On ne veut pas de risque de duration, y compris sur la partie crédit aujourd'hui. Exactement. Pour dire les choses. Franck, quels sont les messages, les signaux qu'on peut retirer effectivement de la dynamique de marché de crédit? Alors on parle souvent de canaries dans la mine. Est-ce qu'il y a ici et là des petites poches de faiblesse, de fragilité, d'illiquidité qui doivent attirer l'œil aujourd'hui? Et globalement, quelle est la photographie que vous retirez? Oui, quand on parle à nos analystes, ils sont extrêmement discriminants. Et on a des comités trimestriels d'investissement qui sont très très documentés. Et c'est l'occasion de voir les changements de recommandations en fait sectorielles. C'était lors du dernier comité il y a 3 semaines, c'était impressionnant. Le nombre de changements impressionnant. Ouais. Donc ça traduit quand même qu'on est sur un point d'inflexion là, en termes de perception de risque. Donc il y a un secteur qu'on aime toujours beaucoup, c'est les banques. Les banques extrêmement bien capitalisées, qui devraient traverser ce cycle de ralentissement, encore une fois, qu'on ne voit pas sévère, on ne voit pas un sévère ralentissement, sans trop de mal. Évidemment, on aime tous les secteurs liés au grand thème, la transition énergétique, etc. Donc on se méfie évidemment des valeurs les plus cycliques et de l'immobilier. Mais quand on construit nos portefeuilles, on s'intéresse surtout au crédit court. Donc effectivement, là, il y a une vraie opportunité d'investissement. Et ce qui est intéressant sur le marché high yield, notamment en zone euro, c'est qu'on retrouve un marché, le marché qu'on aimait bien il y a 10 ans, en fait, avec du rendement, une duration faible, un spread qui nous permet d'encaisser de la volatilité sur la composante taux de ces crédits. Et aujourd'hui, on a cassé le range dans lequel évoluait le marché du high yield depuis un bon moment. On est à 8% de rendement. Encore une fois, avec une version courte sur le high yield, grosso modo 3 ans. Mais on aime bien ces caractéristiques-là. Alors en termes de rating, on descend un peu plus bas. On aime bien le simple B, qui recèle en fait de vraies opportunités. Le double B nous paraît cher. Enfin, c'est un secteur qui est avec les triple B. On comprend, même les différents niveaux de qualité de crédit qu'on trouve dans l'univers high yield. Et puis on aime bien le high yield américain. Enfin, on est à 9,5 de rendement sur le high yield américain. Donc, sur une perspective moyen terme, c'est non seulement ce carry, c'est ce rendement que vous captez. Si vous êtes capable de passer entre les mines, entre les défauts, parce qu'on aura des défauts sur le marché américain notamment, mais c'est aussi des perspectives de gain en capital dans un contexte où la courbe, notamment sur les parties courtes, et c'est là où ça nous intéresse, là où le crédit nous intéresse, devrait bénéficier des anticipations de base des taux des banques centrales. Donc fin 2024 et début 2025. Un mot à nouveau quand même du marché des treasuries. Alors, la question du rendement, effectivement, on log du rendement, la question de la duration, etc. Se pose également la question de savoir dans quelle mesure les treasuries américains sont encore des actifs clés de protection quand on construit un portefeuille avec des actifs de protection, des actifs refuges. C'est un rôle qui a été très peu joué, y compris après les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Enfin, oui, on a vu un peu de détente obligataire dans les heures ou les jours qui ont suivi, mais voilà, très vite, on se retrouve à 5% et plus, etc. Là aussi, ça change quelque chose dans la manière de construire et de protéger ces portefeuilles. Est-ce que le Treasuries est moins protecteur qu'il ne l'était dans le passé? Et si oui, quels autres types d'actifs offrent de la... Non, je pense pas. Non, je pense pas, parce que le dollar reste la devise qui recueille tous les suffrages. D'accord. Quand effectivement tout va mal. D'accord. Et quand vous avez des dollars, vous les investissez en Treasuries, qui est le marché le plus liquide au monde. Donc le plus grand marché obligataire mondial, le plus liquide. Donc je ne crois pas trop à cette thèse de remplacement
Oui, d'accord. Oui, oui. Non, mais la perte de valeur, la perte de statut de valeur refuge. Alors, vous avez le yen aussi qui a toujours joué ce rôle de valeur. Franc suisse. Ou le franc suisse. Oui. Mais enfin, quand vous parlez d'actifs importants à déplacer, je comprends. c'est plutôt sur le dollar que vous allez. Ouais. Non mais Étienne, oui, je pense que le monde n'a pas changé et qu'effectivement le dollar, le yen. Pas à ce point-là. Non mais après c'est quand est-ce que avoir des trésoristes dans son portefeuille. Pour SVB, ça a marché. Hein. Ouais. SVB, on doit repetir peut-être 100 points de. Enfin, on perd fort sur le 10 ans américain. Enfin, ça va très vite. Ça amortit le choc. Ça amortit le choc, ça repart derrière. Ouais. Mais c'est vrai que ça amortit le choc assez vite. Non, pour nous, en fait, les treasuries, ça a vraiment un impact positif dans les portefeuilles quand il y a une récession. C'est à ce moment-là où les treasuries s'affusent. Enfin, c'est assez. Si vous regardez les mouvements de courbe au moment où une récession s'enclenche, c'est-à-dire au moment où le marché considère que ça y est, on est parti en récession aux États-Unis, mais vous voyez le 2 ans baisser de 200-300 points de base d'une vitesse absolument incroyable. Et là, effectivement, ça joue à plein dans les portefeuilles pour atténuer les chocs. Et ça, je pense que ça va continuer et le monde n'a pas changé. Ouais. Bon. On va parler dans un instant, ça va être notre quart d'heure américain. On reviendra sans doute sur la question du fonctionnement ou du dysfonctionnement politique de l'État fédéral américain. On en a beaucoup parlé sur cette antenne, effectivement, donc dans les facteurs qui peuvent expliquer la reconstitution de ces primes de terme. Il y a alors le manque de boussole, comme vous disiez, Franck, la politique monétaire est un peu livrée aux données aujourd'hui. Et puis, il y a cette question politique américaine qui n'est pas nouvelle. Depuis 10 ans, maintenant, je crois que c'était même 2011, dégradation perte du AAA, c'était sous Obama. Donc, c'est même pas une question de mandature ou de législature. Mais ce risque-là, il est légitime. C'est normal que ce risque soit couvert ou rémunéré dans le marché. Oui, je pense pas. Enfin, moi, je pense qu'on est peut-être un peu désabusé, mais je pense qu'on est extrêmement habitué à ce risque-là, parce que comme vous le dites, ça fait un bout de temps qu'il tourne et que ça fait un bout de temps qu'on a des shutdowns et moi je suis presque surpris qu'on n'en ait pas eu un plus récemment. En fait, on vit dans ce monde où on sait qu'il peut y avoir des ruptures politique. Moi, je suis très surpris également de voir la Réserve fédérale sur le pouls des marchés. Chaque fois que les treasuries montent un peu, on a eu droit à M. Powell, à la responsable de la Fed de Dallas, etc. On s'aperçoit que la Réserve fédérale est de fait vraiment extrêmement acute sur ce sujet-là. Mais moi, je ne sais pas si on a perdu une boussole. Je pense qu'on est très habitué maintenant à tout ça. Ça fait quand même un bout de temps que c'est là. C'est pas une surprise, pardon. C'est ça que je voulais dire. C'est une nouvelle normalité, quoi. C'est une nouvelle normalité qui s'est installée depuis un petit bout de temps. Et ça, le marché l'accepte, Franck ? L'idée que ce dysfonctionnement... Enfin, il n'y a pas qu'aux États-Unis que ça dysfonctionne. Hein. Je ne voudrais pas qu'on croie ça. Vu d'Europe, ce serait même un peu... Mais voilà, c'est... Les cours de marché intègrent toute l'information disponible à la santé. Ça, c'est la théorie. Mais j'ai tendance à y croire, là. Enfin, il n'y a rien de neuf, si vous voulez. Enfin, il n'y a rien de bon à attendre. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il n'y a rien de neuf que c'est bon. Hein, mais non, mais il n'y a rien de bon à attendre. Et c'est ce que je vous disais. Enfin, on pourrait être à 4% sur la Treasury 10 ans avec les données actuelles. Hein. Même à 3,5% peut-être. Et ce ne serait pas du tout choquant. Pas du tout choquant. Donc le reste, c'est de la prime de terme, quoi. Eh oui, c'est des primes de risque et des primes de terme qui seront constituées. Donc on revient à un environnement beaucoup plus normal, en fait. Bon, on aura vu 5% à nouveau sur le 10 ans américain aujourd'hui. 4,85. Hein. Voilà, on a touché les 5. Derrière, ça a généré, c'est ce que je disais sur cette séance, ça génère quand même des réactions pour l'instant de la part des investisseurs. On l'a vu aussi sur les indices actions aujourd'hui, qui ont marqué des nouveaux points bas et qui ont clôturé finalement dans le vert en Europe à plus de 6800 et même 6850 points pour le CAC 40. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là pour cette spéciale obligataire. Smart Bourse, la mal nommée, qu'il faudrait renommer peut-être Smarto en ce moment en tout cas. Franck Dixmuir était avec nous, directeur des gestions obligataires d'Allianz Global Investors, et Étienne Gorgeon, responsable de l'activité obligataire de Sansot IS.